Jean-Michel Ray, donc vous avez publié un livre sur Paul et les ambiguïtés sur la philosophie, et maintenant j'aimerais vous poser des questions sur comment les philosophes et même les écrivains ont vu Paul comme un très grand écrivain. C'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans votre livre. Oui, ça je crois que c'est très important, c'est-à-dire que parallèlement à cette réévaluation politique au XIXe siècle, il y a à peu près simultanément, on peut dire que Valéry prend la suite de cela, mais déjà antérieurement chez Bossuet et d'autres, il y a une réévaluation de Paul écrivain, avec au fond là aussi des mouvements très différents. Bossuet par exemple, grand pratiquant, orateur, pratiquant de la rhétorique, etc., dit que Paul écrit très mal. Et il y a toute une tradition qui dit ça. Effectivement, c'est un très mauvais grec. Quand on connaît un peu le grec, c'est un grec très rocailleux, etc. Et Bossuet dit, mais ça n'a aucune importance. L'essentiel se situe ailleurs. Valéry adopte une attitude évidemment tout à fait différente. Donc Paul Valéry, c'est de mi-20e siècle. Oui, au début du XXe siècle. C'est un poète. Oui, voilà. Poète, mais surtout grand ruminant, si on peut dire, c'est-à-dire ne cessant pas dans les cahiers de retourner les mêmes problèmes, etc. Et il s'intéresse à plusieurs reprises à Paul, au fond, comme étant, à ses yeux, un grand écrivain. Grand écrivain, c'est quoi? C'est pas du tout des qualités de style, etc. Mais c'est celui, au fond, dont le discours a des effets mesurables. C'est d'abord ça. Et par conséquent, ce qui l'intéresse, c'est pas du tout une beauté de style, d'écriture, etc., qui n'est pas chez Paul d'ailleurs, mais c'est précisément, cette idée, au fond, selon laquelle, chez Paul, il y a une sorte d'économie de moyens, quelque chose de cet ordre-là, et une capacité institutionnelle, on pourrait dire, à mettre en rapport des paroles et des actions, en quelque sorte, enfin, des paroles et des effets. Autrement dit, quelque chose, au fond, qui est de l'ordre d'un performatif, de quelque chose qui performe le langage, et qui lui donne une sorte d'importance cruciale. Performatif, vous faites allusion à une théorie qui date des années 60, qui dit qu'il y a quelque chose dans le langage qui permet de faire des choses. Exactement. Par exemple, je vous déclare mari et femme, c'est du langage, mais ça fait des choses. Exactement. Et Valéry voit chez Paul, il n'appelle pas ça performatif, mais quelque chose du même ordre, c'est-à-dire effectivement une capacité par le langage à intervenir dans le réel. Ce qui est quand même une de ses préoccupations majeures. Et donc, là, il y a la saisie chez Valéry de quelque chose de très important, qui est une écoute d'écrivain, en quelque sorte. Enfin, et d'écrivain très intelligent, c'est le moins qu'on puisse dire. Et la saisie, au fond, de cette capacité qu'a le langage, de participer à la transformation du réel, et d'intervenir dans cette transformation du réel, d'avoir des effets dans le réel. Et donc, pas quelque chose qui est décoratif, pas quelque chose qui est beau, mais qui a un certain mode d'efficace, on dirait. Enfin. Et il essaie de définir ce que Paul fait. Quelle est la force performative, si on peut dire, de son langage? Qu'est-ce que ça fait? Ce qui l'intrigue, c'est précisément la croyance, qui est une de ses grandes préoccupations. Il dit que Paul est un de ceux, au fond, il laisse entendre que Paul est un de ceux qui instaurent ce qu'il y a de plus énigmatique dans le christianisme, c'est-à-dire des modes de croyance, au fond. Et là, on pourrait dire, je crois que Valéry renoue avec tout ce qui a lieu dans le XIXe siècle concernant une interrogation justement sur les croyances. Je crois que ce qui caractérise notamment ce XIXe siècle français, entre autres, c'est précisément qu'il y a une très forte interrogation sur les modalités de la croyance, alors que le XVIIIe siècle croyait avoir liquidé ça en beauté, si je puis dire. Par la révolution, par la critique, par la rationalité, etc. Au XIXe siècle, ça réapparaît avec une force tout à fait intéressante, et ça devient un objet d'interrogation très fort, très puissant, et ça induit au fond des choses extrêmement pertinentes, comme ça, dans les modes d'approche que l'on a. Et on pourrait dire que ça prépare, tout à fait autrement, ça prépare notamment ce à quoi la Freud va s'atteler, aussi. Et pourquoi? Parce que là, ça devient intéressant de voir Paul et Freud. Oui, parce que moi, le rapprochement a déjà été fait, parce que il y a de l'imaginaire là-dedans. Il y a de l'imaginaire. Et il y a surtout une prise en considération, par des biais très différents, des effets d'imaginaire dans le réel. Et je crois que ça, c'est quelque chose, au fond, que certains au XIXe siècle, Edgar Quinet, Michelet et quelques autres, ont parfaitement compris, Bentham aussi en Angleterre, ont parfaitement compris, c'est qu'il y a un pouvoir des fictions, un pouvoir de l'imaginaire qui intervient dans le réel, et si on ne le prend pas en compte, on ne comprend pas ce qui s'est passé dans l'histoire, on ne comprend pas ce réel. Merci Jean-Michel Ray.